Voyager. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, mais moi j'ajouterais que les voyages sont la clé pour rester jeune à tout jamais. Ils sont comme une fontaine de jouvence à laquelle s'abreuver pour ne jamais perdre notre vigueur. Parce que tu sais, quand on y pense un peu, là, voyager, c'est sortir de notre zone de confort pour sauter à pieds joints dans l'inconnu. C'est apprendre à se débrouiller et à s'adapter. C'est s'ouvrir à la différence. C'est accepter qu'on est minuscule dans un univers qui nous dépasse complètement. Puis tout ça, d'après moi, c'est des ingrédients pas mal efficaces pour une bonne cure de jeunesse. On voyage pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas. Alors que vous voyagiez tout près ou très loin, que ce soit pour une journée ou pour un an, oubliez jamais que le voyage, c'est un cadeau qu'on s'offre qui nous rappelle la beauté et la complexité du monde. Aujourd'hui, je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Et j'espère qu'ils et elles sauront vous faire dire « Ah ben, j'ai mon voyage ». Comment je commence ça? OK. En fait, moi, je viens de Bordeaux, je suis née à Bordeaux. J'ai toujours aimé les voyages et j'ai pas mal voyagé. J'avais toujours envie de venir au Canada. Donc, c'est en 2019 que je suis venue au Canada. Rimouski, c'était un peu par hasard. J'ai eu un emploi ici. Je suis graphiste dans une agence de communication et c'est ce que je faisais en France aussi déjà. J'ai fait ma maîtrise à Paris et pendant ma maîtrise, j'étais en alternance dans une grosse agence de publicité avec des marques de luxe. On a travaillé pour des parfums, pour des marques de mode et tout ça. C'était tout un milieu, c'était impressionnant à voir. Moi, j'étais étudiante, j'étais toute jeune. Mais après mes études, je suis partie voyager et là, mon état d'esprit, il a un peu changé parce que je me suis dit, bah oui, c'est sûr que j'adore mon travail, je suis super passionnée et tout. Mais j'ai pas envie que ça soit le centre de ma vie, quoi. J'habitais ici à Rimouski et puis pendant un peu moins de 2 ans. Et donc quand mon visa de travail ici était terminé, je suis rentrée en France, mais ça a continué comme ça en fait. Donc de continuer à travailler pour l'agence, mais depuis la France à distance. En vrai, quand j'étais jeune, c'était un peu mon rêve d'être digital nomade, mais je me suis dit c'est impossible. Mais en fait, ça m'est un peu tombé dessus, donc c'est ça. Je m'appelle Maryse, je suis designer graphique pour une agence de communication à Rimouski, mais je travaille depuis partout dans le monde. Je pense que la passion du voyage, elle vient un peu de mes parents. Ma mère, quand elle avait 20 ans, elle a quitté la ferme familiale pour aller 6 mois dans un kibboutz en Israël. Enfin, c'était l'aventure. Personne ne comprenait, mais c'est vraiment ce qu'elle avait envie de faire. Et mon père, il a fait une partie de ses études aux États-Unis. Il a fait son service militaire dans l'Antarctique. Enfin, c'est déjà des aventuriers, mes parents. Ma grand-mère, quand elle avait 16 ans, elle avait gagné un concours d'anglais à l'école. Et donc, elle avait 1 an en échange scolaire aux États-Unis. Moi, j'ai pas connu ma grand-mère, mais mon grand-père, il avait fait un recueil de toutes les correspondances qu'elle avait eues à l'époque. Donc, elle avait 16 ans et puis elle écrivait à ses parents. À l'époque, il n'y avait pas toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Donc, et il en a fait un livre, en fait. Elle parle beaucoup des habits, comment ils s'habillent là-bas, comment c'est différent de la France. À un moment, elle raconte qu'elle a mangé quelque chose pour la première fois et c'est genre une tranche de pain avec un steak chaud à l'intérieur et après une autre tranche de pain par-dessus. Et elle dit, ils appellent ça un hamburger. Et donc là, ça n'existait pas encore en France à l'époque, mais j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Et donc, le début des hamburgers, quoi. Mon premier gros voyage toute seule, c'était vraiment quand je suis allée en Australie. Donc c'était à la fin de mes études, j'avais 23 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toute seule, je connais personne. Je parlais pas moyennement bien anglais. Et puis avec l'accent australien, je comprenais pas tout et tout ça. Toute une aventure. C'était la van life, comme on dit, plein de paysages. Moi, j'adore la photographie, donc c'était le paradis là-bas. Je suis allée en Malaisie, je suis allée en Thaïlande, je suis allée à Singapour, à Hong Kong, non, pas au Vietnam, je suis allée au Cambodge. Et après, je suis aussi allée en Nouvelle-Zélande. Alors là, c'était une claque visuelle, les paysages, mais incroyables. Donc en tout, ce gros voyage-là, c'était quasiment 2 ans.
Mes amis et ma famille ils m'ont offert un carnet où ils avaient tous signé. Et en fait, j'ai continué à faire signer les gens que je rencontrais pendant mes voyages. C'est un peu mon livre d'or de mes voyages à moi, quoi. Je suis quelqu'un d'assez spontané et tout ça, et je me suis dit, je dois traverser l'Atlantique pour venir au Québec, donc pourquoi pas le faire en bateau. J'avais jamais fait de voile de ma vie, moi, c'était un catamaran. Et donc là, c'était un capitaine qui a fait la traversée, mais lui, il peut pas le faire tout seul. Et puis lui, c'était sa 15e traversée, donc là, il cherchait des nouvelles personnes. On a fait la traversée, on était 3 sur le bateau, et on a fait la traversée à la voile depuis la France, en passant par les Canaries, et puis après, on a traversé, et c'était 5 semaines en mer en tout. Toute une aventure. Même avant de voyager, ça m'a toujours un peu intéressé les différences culturelles parce que ma mère, elle est allemande et mon père, il est français. Donc déjà, je baigne dans l'interculturalité depuis que je suis petite. Le sujet de ma maîtrise, c'était de trouver en fait l'outil idéal pour voyager sans voyager un peu. Et ça, c'était avant le Covid, j'étais précurseur. Ma réponse à cette problématique-là, c'était de proposer aux gens une sorte de boîte à abonnement que tu reçois tous les mois chez toi. Ça existe pour le vin, ça existe pour plein de... ou pour découvrir des nouvelles bières ou des choses comme ça. Mais là, c'était pour comme découvrir une nouvelle culture chaque mois. Moi, je fais un peu la différence entre le voyage et des vacances déjà. Parce qu'en Australie, c'était un voyage, parce que je suis restée longtemps, j'ai travaillé là-bas et tout ça. Et c'était une exploration, j'avais rien prévu, je savais pas où j'allais faire mon année en fait. Et ce que j'ai aimé ici, c'était le rapport au travail, qui est beaucoup plus sain selon moi. Le rapport que les gens ont avec la nature. Forcément, les couchers de soleil, ça c'est un peu ma passion. Alors ici, au Bas-Saint-Laurent, on est servi. Mon grand-père, il adorait la montagne. Il avait dit « La vie est une longue montée. Il y a toujours devant soi quelque chose ou quelqu'un à découvrir. » Depuis que je suis un jeune garçon, que je m'intéresse au Moyen-Âge, là, je me rappelle, j'avais des petits Legos de chevaliers, puis des petits bonhommes, des petits châteaux. J'ai toujours trippé un peu sur le Moyen-Âge. Ça va faire 5 ans que je suis avec le Crablag, la troupe de reconstitution historique viking de Rimouski. Je suis devenu participant de la fête médiévale de Saint-Marcellin à chaque année. C'est une tradition là, qui ne va pas se perdre dans les prochaines années. Fait que ça va faire 5 ans, mais depuis toujours que j'aime ça, l'univers du Moyen-Âge. Je m'appelle Jean-Pascal Soucy, je fais de la reconstitution historique de la période viking. Et à un moment donné, on a fait une démonstration au Vieux-Moulin, donc l'hydromellerie là-bas, puis on avait installé une espèce de gros auvent qui était une espèce de gros chapiteau. On était en train de faire de la soupe, une bonne soupe au poisson. Là, on avait hâte de la manger, puis ça allait être bon, là, tu sais. Puis là, il y a une grosse bourrasse de vent, puis l'auvent a sacré le camp, un peu comme un cerf-volant, une espèce de parachute, là. Puis là, l'auvent a sacré le camp. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de dommages, à part la dite soupe qu'on n'a pas pu manger parce qu'il s'est ramassé par terre, fait que on a fini au McDo. De mon point de vue, c'est le plus gros festival de reconstitution historique médiévale au Québec. La fête médiévale de Saint-Marcellin, ça réunit plusieurs clans, plusieurs campements. C'est une festival multi-époques dont le but est de faire de la reconstitution historique du Moyen-Âge. Nous, on a un campement dédié à la reconstitution historique de la période viking, donc du 8e au 11e siècle. Souvent, les gens vont confondre un peu les deux univers, grandeur nature et reconstitution historique. De l'extérieur, ça se ressemble beaucoup, sauf que nous, la grosse différence, qui est une différence majeure, c'est que nous, on se base sur des sources historiques. Tous les vêtements qu'on va porter, on va pas simplement imaginer un personnage comme en grandeur nature. Eux autres, ils vont plutôt privilégier le médiéval fantastique. Nous, on reconstitue une période de l'histoire. En grandeur nature, ben là, on peut pas parler de notre fin de semaine, on peut pas parler de trucs modernes. Ça n'existe pas, une voiture. Mais nous, ben, on dit, ben, il faut que j'aille à la voiture chercher mon casque viking pour me battre tantôt. T'sais. Tout ce qu'on utilise doit être basé sur quelque chose qui a vraiment existé. Fait que tout ce qu'on porte, les costumes, la façon qu'on fait la nourriture, la façon qu'on va partir notre feu, les bâtiments dans lesquels on va s'abriter, ça doit être basé sur des sources, soit des trouvailles archéologiques ou des sources iconographiques ou des sources manuscrites, mais il n'y en a pas beaucoup à la période viking. C'est une activité qui est familiale. Mes enfants, ma femme, ils viennent avec moi à Saint-Marcellin.
Mes enfants, ils trippent bien raides, là. Ils sont costumés. Ma femme a fait les costumes de mes garçons. Je leur achète des costumes de chevaliers, de vikings. Ils ont des petites épées en bois. Je leur ai acheté une petite tente viking là, qui commence à être maganée, elle commence à avoir de l'âge. Mais oui, il y a toutes sortes de petites bébelles là, pour qu'ils trippent avec moi, là, pour les embarquer dans mon trip. Là. Ils aiment bien ça. Le rythme au 21e siècle est extrêmement rapide. Puis cette fin de semaine-là, ou des fins de semaine de reconstitution, le rythme redevient lent. On commence à vivre un peu plus lentement. On se réveille le matin, on part le feu, on part le café, mais d'une façon beaucoup plus lente. On décroche du quotidien. On revient un peu à la base, à ce qui est important, à ce qui est un peu plus naturel, un rythme plus naturel que ce à quoi on est habitué au 21e siècle. Moi, je redeviens un petit garçon, mais j'aime aussi vivre une époque où ça va un peu plus lentement, là, je dirais. Gorgée d'eau, on revient ici dans 2 minutes à peine. Le plus gros festival de reconstitution viking, c'est à Wolin, c'est en Pologne. Ça fait voyager, effectivement. Voyager au Québec, voyager en Amérique du Nord, mais voyager aussi à l'international parce qu'il y a une communauté de reconstituteurs qui font du viking comme nous. Là. On parle le même langage, on fait la même chose. La feste médiévale, entre autres, c'est incroyable quand on vient ici. Puis on a non seulement une ambiance médiévale authentique, on a de la musique, on a des gens qui sont extrêmement passionnés. Fait que oui, en quelque part, ça fait un petit peu voyager dans le temps. On a ici une chance incroyable. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont mis énormément d'amour, énormément de temps dans cette feste médiévale de Saint-Marcellin. Nous, bien, tout ce qu'on a à faire, c'est d'embarquer puis de faire revivre le Moyen-Âge au public puis pour nous autres également. Comment on se sent quand on est dans les airs? Je sens libre. On se sent libre Ouais, quand on voyage dans le ciel. c'est ça. C'est beau à voir. Moi, j'aime bien ça. Est-ce que vous avez voyagé beaucoup dans votre vie, Colette? Non, Non? non, Qu'est-ce que vous avez fait comme voyage? rien. Rien? Les hauteurs et Rimouski. Les hauteurs, Rimouski? Non, non, mais j'ai été en Floride, puis j'ai pas aimé ça. C'est J'ai correct. été trop longtemps d'abord. Combien de temps? J'étais avec ma fille, j'ai été au moins 2 mois. Comment tu te sens quand tu voyages? Ben, j'aime ça, j'explore comme le mode de vie des autres, puis j'aime ça comme apprendre le mode de vie des gens, puis comment adapter à comment eux y vivent. J'aime ça. J'ai grandi une partie de mon enfance en Afrique de l'Ouest. Mes parents m'ont toujours amené dans un monde d'aventure, d'expédition. Mon père voyageait partout à travers le monde pour son travail, puis nous amenait avec lui dans des terrains complètement fous du sud du Maroc ou au Mali. Plus c'était perdu, mieux c'était. C'est un peu la règle. Donc, ça m'a toujours habité cette idée-là d'aller au-delà de ce qui nous est proposé. Les deux ont fait beaucoup de plein air. Des gens d'expédition, d'aventure, puis on voulait un peu garder ces valeurs-là, ces passions-là comme parents. Puis on rêvait de s'extraire, je pense, du quotidien, d'aller vivre quelque chose un peu de grandiose. Fait que tout ça s'est incarné dans un voyage de vélo. Moi, je m'appelle Louis, je suis le papa de Cyclo Bonbon. J'étais responsable de la logistique, la route, la réparation des vélos. Moi, c'est Stéphanie, je suis la maman cyclo-bonbon. Tout au long de nos 2500 km, quand on a traversé 8 pays en Europe, j'étais responsable d'inventer des chansons, des histoires, des légendes pour garder les troupes motivées. On appelait ça cyclo-bonbon parce qu'on voulait avoir une connotation vélo, c'est sûr, puis une connotation avec les enfants aussi. Puis on a décidé pour les motiver que les enfants auraient un bonbon à chaque 10 km. Puis on a respecté l'engagement tout le long. Puis si on oubliait, ils étaient là pour nous le rappeler. Ils ont essayé de négocier à tous les 5 km, Ouais. mais ça n'a pas passé. Non. Au départ, on a créé cyclobonbon.ca. À chaque semaine, je déposais une vidéo. Et là, c'est créé une espèce de téléroman où on est passé de 100 à 1000, à 2000, à 5000 personnes par semaine
qui cliquait sur la vidéo? On a commencé par la France, ensuite la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie. On dormait en camping. C'est arrivé qu'on dorme dans des appartements dans les grandes villes où on faisait des pauses de 2-3 jours, se reposer un peu, puis après ça, on repartait en camping. On a aussi dormi chez des gens par l'application Warm Shower. C'est une communauté de cyclistes, en fait, avec une application sur le téléphone où tu vois tout le monde qui peut t'accueillir comme cycliste. On rentre chez les gens, puis on soupe avec eux, puis on dort chez eux, puis c'est des super belles rencontres, là. En termes de distance, on avait évalué entre 30 et 50 km par jour, ce qu'on a pas mal fait. Mais tu sais, on regardait l'énergie du groupe le matin, on disait, je pense plus une journée à 30, là. 50 km pour un enfant avec un vélo chargé, parce que ça aussi, c'est un accomplissement. Hein. Nous, on a un peu inventé ça. On a comme trouvé une technique pour tirer des enfants dans les côtes. C'est des laisses de chien. Mais des laisses de chien canicross, là. C'est fait comme pour un peu de la course de chien. Là. Bon, ça coûte 10 $. Ça coûte pas une fortune. Mais très efficace. Quand je suis allé au magasin, j'ai demandé au vendeur, j'ai dit, peux-tu tenir ça 2 secondes? Puis là, je tirais, puis j'ai dit, ça va être vraiment parfait pour mon petit gars. Puis là, il me dit, pardon? Puis j'ai dit, non, mais c'est assez fort, là. J'en ai deux, j'ai deux laisses. Après qu'il appelle la DPJ. On essaie d'inculquer des valeurs d'efficacité en camping, puis de pas voyager avec beaucoup de poids. Puis à la fin, quand on a fait les bagages au Québec, je me suis rendu compte que mes enfants avaient traîné à peu près 10 livres de roches chacun dans leur sacoche de vélo. Parce que c'était des belles roches. Oui. Ouais. J'ai l'impression qu'à la fin de chaque journée, à la fin de chaque défi, on gagne toujours. Ouais. C'est dur, il pleut ou il fait chaud. Puis ils ont comme réalisé qu'il y a une fin à ça. Donc, on peut peut-être arrêter de chialer en chemin. Ça, c'est une grande victoire. C'est pas tous les jours permanent. que ça marchait, mettons, là. Mais oui, je pense qu'ils ont quand même réalisé ça. Puis, ils ont 7 et 9 ans, là. Ils ont pas 20 ans, là. Quand on était en Serbie, on s'est retrouvés avec des voisins de chambre qui étaient des migrants qui traversaient vers l'Europe en toute illégalité. Tu sais, là, on était en contact vraiment de près avec ce qu'on entend dans les nouvelles, avec ce qui nous touche pas tant que ça au quotidien, mais là, on était dans le même appartement qu'eux, puis eux, ils traversaient l'Europe pour trouver une vie meilleure. Changer de vie. Avec un petit enfant, une petite fille d'1 an, avec rien, pas de papier. Pas d'argent. Pas d'argent. Presque pas de bouffe. Puis nous, on était là, à la même place qu'eux, pour le fun, avec toute notre richesse à tous les niveaux. De côtoyer ça, c'était vraiment un clash important, là. Présenter ça aux enfants, tu sais, ils ont vraiment compris c'était quoi. Tu sais, je pense pas qu'ils comprennent tous les tenants et aboutissants, évidemment, là. Mais pour nous, c'était très touchant de voir ça, de prendre contact avec cette réalité-là, là. Ça résonne plus que quand nos parents nous disaient qu'il fallait finir notre assiette parce que les Africains mangeaient pas, là, mettons. Ça nous disait pas grand-chose, là, mais peut-être un peu plus, là. Quelle belle épopée! On n'a pas encore réfléchi à la prochaine aventure en famille. On aimerait peut-être s'expatrier un peu, se poser quelque part pour vraiment s'imprégner d'une culture plus, puis donner la chance aux enfants d'apprendre l'anglais. On dépeint souvent le monde comme un endroit où on devrait avoir une certaine méfiance, où on a peut-être peur de l'autre. J'ai voyagé puis je l'ai vu. Les gens sont fondamentalement bons. Puis les enfants maintenant connaissent ça. Cette aventure-là, c'était vraiment une aventure et c'était pas des vacances. C'était une vraie expédition. La trame de ça, c'était vraiment un voyage intérieur. Pour la famille, mais individuellement pour nous 4, je pense qu'on a tous été, à un moment donné, à l'intérieur de nous pour puiser notre patience, notre tolérance, parce qu'on était ensemble 24 heures sur 24. Puis c'est beaucoup ce qu'on retient aussi, la dimension humaine de cette aventure-là. Oui, les kilomètres, oui, les pistes cyclables, mais avant tout, l'aventure humaine.